Bon, chers auditeurs, bonjour et bienvenue à ce 30e épisode du balado L'État du monde. Toujours en ma compagnie, Jocelyn Coulon, mais cette fois-ci à partir de Montréal. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, j'ai quitté la France il y a une semaine, il faisait 23 degrés. J'arrive à Montréal, il fait zéro avec de la neige. Donc, c'est un petit peu déprimant. C'est un Comme je choc. dis toujours à mes amis français, l'hiver se termine au début mai au Canada. Et ils ne me croient pas. Eh bien, je leur montre souvent la température. Et puis, ça les dépasse. Oui, ben, toi, au moins, je vois que tu es de retour dans tes livres. Ça doit faire du bien, Voilà. ça aussi. Donc, Oui, oui. t'en as profité pour écrire des choses pendant ton séjour en Oui, France. Puis, oui, je suis en train de mijoter quelque chose pour publication l'année prochaine. bon, super, on a hâte de voir ça. Ben, cette semaine, on a deux sujets qu'on aimerait aborder. D'abord, le premier, c'est la stratégie de Trump à l'égard de la Chine. Donc, Mhm. comme on le sait, le seul pays qui subit encore des tarifs là, vraiment d'ordre très important, de l'ordre de 125 Exorbitant, oui, exorbitants, c'est la Chine. Pour les autres pays, pour le reste du monde, c'est des tarifs qui se limitent à 10 y compris le Canada. Et puis, dans la deuxième partie, ben, tu vas vouloir nous parler de la déclaration d'Emmanuel Macron, selon laquelle il voudrait reconnaître l'État palestinien oui. au cours des prochaines semaines. Donc, tu vas nous parler de ça. Mais d'abord, ben, c'est ça, on va parler de le feuilleton hebdomadaire, donc les décisions du président Trump. Bon, au cours des derniers jours, il y a eu beaucoup de changements. Comme il nous a habitués aussi au cours des dernières semaines, l'annonce de tarifs qui ont par la suite été suspendus, etc., etc. Mais s'il y a un pays qui subit maintenant là, les foudres de l'administration Trump, c'est la Chine. C'est Mm. Xi Jinping. La Chine qui est maintenant la cible de tarifs de l'ordre de 125 puis il y a quelques heures à peine, la Chine a aussi annoncé sa volonté d'imposer aussi des tarifs de 125 aux produits américains. Donc, c'est extrêmement significatif. Et puis, je pense qu'on doit parler des raisons pour lesquelles l'administration Trump impose des mesures comme celle-là. S'il y a une stratégie qui est derrière des politiques comme celle-là, puis quelles peuvent être les conséquences d'une politique comme Mm. celle-là sur l'ordre international. Donc, écoute, il y a quelques semaines, on l'avait abordé. Je pense que de la part des États-Unis, de l'administration Trump, il y a comme la réalisation que c'est la fin du siècle américain qui a commencé au début du 20e siècle, lorsque les États-Unis ont remplacé la Grande-Bretagne comme puissance hégémonique. Donc, le 20e siècle aura été le siècle américain. Puis là, ce qui est en train de se dessiner, le 21e siècle, ben, tout portait à croire que ça allait être le siècle asiatique, le siècle chinois. Donc, c'est normal, tout hégémon ne veut pas perdre son statut hégémonique, donc fait Mm. tout en son pouvoir pour plomber les capacités de son compétiteur de pouvoir lui succéder en tant que nouvel hégémon. Donc, c'est de bonne guerre. Puis je pense que ce que le président Trump fait en ce moment, ça s'inscrit dans cette dynamique-là. Donc, de freiner la montée en puissance de la Chine, qui au cours des dernières années a vraiment essayé de diversifier ses marchés à travers le monde par le biais des BRICS. Donc, les exportations ont explosé entre la Chine et le Brésil, la Russie, pour des raisons évidentes, là aussi depuis 2022, mais l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis. Donc, en ce moment, je pense que c'est une guerre de leadership pour savoir qui va être le prochain hégémon. Puis ça, on reviendra là-dessus parce que je pense que c'est une théorie qui est très intéressante. On assiste probablement en ce moment à un moment thucydien pour utiliser la thèse du politologue américain Graham Allison. Donc c'est ça. Je pense que c'est ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Mais d'abord, dans une guerre commerciale comme celle-là, je pense que c'est assez clair que Trump, il n'est pas là pour négocier avec la Chine. Il est vraiment dans une logique guerrière avec Pékin. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est qui a le plus à gagner, qui a le plus à perdre dans une guerre commerciale comme celle-là. Donc, je vais commencer d'abord par les vulnérabilités de la Chine. Même si la Chine est une puissance émergente, c'est la deuxième plus grande puissance économique du monde, il en reste moins que la Chine a énormément de vulnérabilités. Puis la première, ben, c'est la dépendance de la Chine à l'égard du marché américain.
Parce que les États-Unis ont un déficit commercial de l'ordre de 300 milliards de dollars avec la Chine. Donc ça veut dire que la Chine vend aux États-Unis pour 440 milliards de produits par année contre seulement 140, 145 milliards de dollars de produits que les États-Unis vendent en Chine. Donc, inévitablement, puis ça s'explique par une raison très simple, c'est que le marché domestique, le marché intérieur chinois est complètement saturé. Donc, les Chinois n'achètent plus de produits chinois. Donc, la Chine, pour être en mesure de continuer à vendre ses produits, a besoin d'exporter, a besoin des Mhm. marchés à l'international. Donc, c'est ça. Et ça, inévitablement, avec les États-Unis qui imposent des tarifs comme ceux-là, ben, ça va à toute fin utile virtuellement rendre impossible la vente de produits chinois aux États-Unis parce que leur prix va devenir complètement exorbitant, ça va être hors de prix pour les consommateurs américains. Et puis, donc, il est estimé que les tarifs imposés à la Chine pourraient avoir un impact vraiment, vraiment significatif sur la croissance chinoise cette année. On parle de l'ordre de 2,5 alors que la croissance économique chinoise au cours des dernières années n'est plus ce qu'elle était, là, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Ouais. Donc, on pourrait se ramasser avec. La Chine pourrait se retrouver cette année avec une croissance nulle ou très, très, très limitée puis dans le pire des cas, une croissance négative à cause de ces tarifs-là. Donc, vous pouvez très bien là, vous imaginer les conséquences qu'une guerre commerciale comme ça entre les États-Unis et la Chine peut avoir sur Pékin. Donc, les Chinois pourraient se retrouver avec un truc, ce que les marxistes diraient, une contradiction systémique du système capitaliste, donc une crise de surproduction. Ouais. Et lorsque vous entrez dans une crise de surproduction, ben, il n'y a plus de consommation. Les entreprises certaines entreprises vont faire faillite. Et ça, ben, ça crée une récession, une crise économique majeure. Et c'est peut-être ce à quoi on va assister cette année ou peut-être l'année prochaine avec l'économie chinoise. Donc, une crise économique de la deuxième plus grande puissance économique mondiale, ce qui va avoir aussi des effets sur les autres pays limitrophes, sur l'économie globale, là. Donc, ça, c'est très significatif. Et ça, c'est la raison pour laquelle ça pourrait se produire, c'est que l'économie chinoise, elle souffre de cette vulnérabilité-là. Et puis, le problème, c'est que la Chine ne veut pas céder. Xi Mhm. Jinping, il ne va pas céder. Donc, ça pose un gros problème parce que Xi Jinping, c'est pas un économiste, c'est un idéologue. Puis Xi Jinping, au cours des dernières années, s'est toujours présenté comme étant celui qui ose tenir tête à Washington. Donc, Mhm. alors que, par exemple, vous avez l'Union européenne, Ursula von der Leyen, qui a manifesté sa volonté de négocier avec les États-Unis. Il n'y a vraiment pas cette volonté-là de la part des Chinois. Mais Xi Jinping va peut-être être obligé de réaliser que son pays est extrêmement vulnérable parce que l'économie chinoise a drôlement besoin du marché américain pour pouvoir vendre ses produits. Mhm. Maintenant, ben, vous avez aussi l'économie américaine qui est vulnérable. Donc, la vulnérabilité des États-Unis, bon, vous avez les terres rares, on en a déjà discuté aussi, qui sont du côté de la Chine. 70% de la production et de la transformation des terres rares dans le monde se fait en Chine. Donc, ça fait en sorte que les États-Unis souffrent d'une très grande dépendance par rapport aux Chinois. Puis je pense que ce que Trump, la fameuse négociation avec Zelensky en Ukraine pour la cogestion des terres rares, des ressources naturelles ukrainiennes, ça Ouais. s'inscrit dans cette dynamique-là. Les Américains comprennent qui sont vulnérables par rapport aux Chinois concernant ce type de ressources naturelles-là. Donc, c'est dans l'intérêt des États-Unis de casser ce monopole-là des Chinois en matière de production et de transformation des terres rares en essayant de s'accaparer des ressources comme ça en Ukraine et aussi au Groenland. Donc, à terme, si le plan de Trump fonctionne, ben, les États-Unis pourraient ultimement être en mesure de briser ce monopole chinois-là sur la production et la transformation de ces terres rares-là. Il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas 70% des terres rares du monde qui se trouvent en Chine. On parle Mhm. ici de production et de transformation Oui, c'est ça. extrêmement polluant. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle les compagnies occidentales
ont préféré laisser les Chinois produire et transformer ces terres rares-là parce que nous, on ne veut pas de la pollution chez nous, là. Si ça se passe en Ouais, Chine, c'est correct, ouais, ça ne nous pose ouais. pas de problème. Donc, il va peut-être devoir y avoir aussi un changement de mentalité aux États-Unis, d'accepter, ben, si on transforme ces ressources Est-ce, naturelles-là, est-ce qu'il n'y a ben, ça pas, va entraîner de la pollution. Donc, est-ce qu'il y a pas Mhm. une vulnérabilité américaine du côté des importations chinoises? Parce que si les Chinois ne peuvent plus vendre aux États-Unis, ben, les Américains vont se procurer les produits qu'ils consomment massivement. Où exactement? Ben, c'est ça. Ça, c'est aussi une vulnérabilité à court terme de la part des États-Unis. C'est que clairement, les États-Unis ont une incapacité à produire des produits manufacturiers. Depuis les années 70, les compagnies américaines se sont délocalisées Ouais. ailleurs parce que les coûts de production étaient inférieurs en Chine, notamment. Donc, si l'idée, en imposant des frais de douane, c'est de rendre trop cher les produits étrangers, à contrario, les États-Unis n'ont pas la capacité d'offrir à leurs consommateurs des produits équivalents qui seraient made in USA. Donc, peut-être ici, le plan de l'administration Trump, c'est de forcer les compagnies étrangères, les compagnies américaines, à revenir produire ces produits manufacturiers-là aux États-Unis. Puis, inévitablement, ben, ça viendrait avec la création d'emplois qui en Et découleraient. les coûts de production vont être plus élevés. Oui, à moins que les travailleurs acceptent une baisse de salaire, mais je pense Puis que ça se fait pas en 15 jours, ça. non, exactement. Donc, c'est une vulnérabilité sur le court terme. Donc, sur le long terme, si c'est effectivement le plan. Ça va prendre beaucoup d'années avant que les compagnies acceptent de revenir s'installer aux États-Unis. Mais il y a eu ça dans la première administration Trump, une volonté de Ouais, réindustrialiser réindustrialiser. l'Amérique. Mais ben, c'est ça, ça va prendre énormément de temps. Puis aussi, une chose qui va faire mal à l'administration Trump là-dessus, c'est que ça prend de la main-d'œuvre. Euh, Oui, Où est-ce que cette voilà. main-d'œuvre-là va venir? Ben, je pense que la conclusion la plus évidente, c'est que c'est une main-d'œuvre qui va venir du Mexique. Euh, Ouais. Alors qu'en ce moment, ils expulsent les gens. ben, c'est ça. Donc, à quelque part, c'est à se demander si Trump a effectivement une stratégie. Il y a clairement des éléments dans sa stratégie qui sont pas nécessairement adaptés, là, qui vont Ouais. à contre-courant de ce qu'il essaie de mettre en place. Mais bon, mais c'est ça, peut-être, c'est dans la perspective où les États-Unis sont sur le déclin, c'est d'accepter là, que ça fasse mal pendant quelques années, mais dans l'espoir que les compagnies reviennent s'installer aux États-Unis et que ça vienne recréer des emplois aux États-Unis. Donc, c'est un sacrifice sur le court terme, dans l'espoir que ça vienne rapporter sur le long terme. Mais la question, c'est, dans une guerre comme celle-là, c'est qui peut tenir le plus longtemps? Est-ce que c'est Mhm. la Chine ou est-ce que c'est les États-Unis? On peut dire, du côté de la Chine, bon, ben, c'est un régime autoritaire slash totalitaire. Donc, il est possible pour Pékin de forcer la main puis d'imposer, par le biais de sa propagande, d'imposer une façon de penser à la population chinoise qui pourrait euh, battre sur le long terme la volonté de la part des électeurs américains, des marchés américains aussi, de pouvoir mener une guerre commerciale comme celle-là, parce qu'on voit très bien, là, les marchés boursiers n'ont vraiment pas apprécié les tarifs Mhm. douaniers imposés par l'administration Trump. Mais ce qu'on voit apparaître maintenant aussi, puis les gens diraient c'est le problème de la démocratie, c'est que ça permet la dissidence. Puis on voit apparaître à l'intérieur du caucus républicain des sénateurs, des représentants qui commencent là, à critiquer ouvertement l'administration Trump parce que ces gens-là, il y a certaines personnes là, de ces représentants, de ces sénateurs-là qui vont se faire réélire, là, qui vont faire face à l'électorat dans un an et En demi. 2026, hein, c'est Ben, les c'est ça. midterms. En fait, c'est déjà demain, là, les Ouais. midterms. Puis ces gens-là, ils veulent garder leur job. Puis si vous avez des gens qui commencent à perdre leur emploi dans différents secteurs dans leurs États ou dans leurs circonscriptions, ben, inévitablement, ces gens-là vont commencer à s'opposer à Trump, à la Maison-Blanche. Donc, c'est ça, c'est la grande question. C'est qui peut gagner cette guerre-là, qui a les capacités, entre guillemets, démocratiques, populaires, de pouvoir tenir le plus longtemps possible. Est-ce qu'une démocratie face à un régime autoritaire ou autoritaire
qui a l'avantage dans une guerre comme celle-là. Puis je pense que certaines personnes diraient que dans un contexte comme celui-là, c'est la Chine, même si ben, ça va inévitablement aussi nécessiter de la part de Xi Jinping des mesures, parce qu'effectivement, si la Chine entre dans une crise de surproduction, il va y avoir une crise économique, des gens vont perdre leur emploi, le contrat social autoritaire pourrait être rompu, donc ça va aussi engendrer une pression chez lui. Mais ça, la question est Mhm. ouverte. Est-ce que c'est un régime démocratique qui a la capacité de tenir dans le temps une guerre commerciale comme celle-là, ou est-ce que l'avantage appartient pas plutôt à un régime autoritaire ou totalitaire? Mais, euh, mais c'est ça. Puis peut-être que je terminerai là-dessus avant de discuter des solutions, qu'est-ce qui se dessine devant nous. S'il y a effectivement une stratégie de la part de Trump, moi, c'est ce que je vois, c'est que par des menaces comme celle-là, la volonté de l'administration Trump, c'est d'éliminer toutes les barrières tarifaires qui desservent les États-Unis. Puis c'est ça qui se cache derrière la menace des tarifs. C'est faire peur en utilisant les avantages que les États-Unis ont encore, Mhm. faire plier l'adversaire pour l'amener à négocier avec vous sur vos propres termes, donc imposer, pas négocier. Puis Ah oui, il y a quelques jours, il était devant des donateurs républicains, puis il a dit qu'il était très content de voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de pays qui sont prêts ouais, à venir lui licher l'arrière-train. Donc, selon lui, il y a 70 pays ou quelques 70 pays qui auraient déjà pris contact avec Washington pour tenter d'ouvrir des négociations, mhm. parmi lesquelles il y aurait la Corée du Sud, le Japon, mais surtout le Vietnam. Puis ça, je pense que Ouais, c'est significatif parce que le Vietnam, j'ai vu ça sur Reuters, des sources de la Maison-Blanche. Puis un élément très important que la Maison-Blanche voudrait imposer dans une éventuelle entente commerciale avec le Vietnam, c'est de resserrer les contrôles sur les produits chinois qui transitent vers les États-Unis à ah partir oui, du Vietnam et qui sont tagués Made in Vietnam. Ça ouais. permet aux produits chinois de ne pas avoir à faire face aux tarifs douaniers. Donc, l'idée, c'est qu'il y aurait aussi un resserrement des contrôles pour empêcher que la Chine en viennent aussi à Contourne. importer, contourne, Ouais. mais c'est ça, donc la Chine pourrait réussir à importer des semi-conducteurs américains via aussi le Vietnam. Donc, ça semble être dans la stratégie des États-Unis d'empêcher la Chine de pouvoir non seulement exporter ses produits à l'international vers les États-Unis, mais aussi développer ses capacités technologiques, puis de faire en sorte que la Chine en vienne à prendre un retard irréversible sur les États-Unis en matière d'intelligence artificielle Mhm. et de technologies associées. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, c'est une espèce de, si c'est effectivement le cas, une espèce de stratégie de containment qui rappelle un Ouais, petit peu. on est plus dans la guerre commerciale, là. Non, c'est On est ça. dans la guerre, on est dans la géopolitique, on est dans la stratégie pour affaiblir, comme tu disais, le futur hégémon. Exactement. Donc, c'est une espèce de stratégie, pas de containment idéologique, mais sur le plan géostratégique, vraiment faire en sorte que d'asphyxier économiquement la Voilà. Chine, la forcer à entrer dans une crise de surproduction, mais surtout l'empêcher de développer ses capacités technologiques. Puis ça, c'est véritablement une autre grande vulnérabilité de la Chine. Ils sont OK. vraiment pas au niveau des États-Unis en matière de développement de microprocesseurs, de semi-conducteurs. Puis la Chine a annoncé aussi, Xi Jinping a annoncé des milliards et des milliards de dollars pour faire en Ouais. sorte que la Chine puisse être en mesure de rattraper son retard. Puis les Américains, ils savent très bien qu'ils ont un gros avantage à cet égard-là. Donc, ce qui va être intéressant à surveiller, c'est les stratégies. S'il y a effectivement des accords commerciaux individuels qui sont signés avec la Corée du Sud, le Vietnam et d'autres pays limitrophes comme la Mongolie, par exemple, est-ce qu'il y aura ce type de disposition-là dans ces OK. ententes-là pour vraiment là, faire en sorte que la Chine puisse pas développer ses Ouais. capacités technologiques. Puis les conséquences de ça, ben ça, j'en parlais au début de l'émission, c'est le piège, c'est le moment thucydien. Euh, donc, l'idée du piège de Thucydide, la grande thèse qui a Ouais. été développée par Graham Allison, Médecine. un prof de l'université Harvard, c'est lui analysé, bon, le piège de Thucydide, c'est à son avis, comme il a développé cette thèse-là, c'est que la guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes,
La cause principale, c'est que Sparte était la puissance hégémonique dans la région et vous avez au même moment l'émergence d'Athènes qui est en Voilà. train, qui menaçait de devenir le nouvel hégémon, donc qui menaçait l'hégémonie spartiate. Et lorsque vous avez un moment comme celui-là, l'hégémon va jamais être prêt à négocier puis à revoir les normes, les règles internationales pour permettre à l'hégémon en émergence de pouvoir Ouais. s'affirmer lui aussi. Donc, au contraire, c'est plutôt une volonté de freiner la montée en puissance de ce wannabe hégémon. Et puis ça crée, dans la plupart des cas, ça mène toujours à une guerre. Donc, analyser différents conflits comme ceux-là. De mémoire, il y en Une a douzaine. une douzaine. Et Ouais. puis, parmi les 12 cas, il y en a eu 9 ou 10 qui ont mené à des guerres ouvertes entre les États. Donc, Allison affirme que c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment entre les États-Unis et la Chine. Vous avez les Américains, une puissance en déclin, la Chine, une puissance en pleine croissance qui veut être en mesure de modifier l'ordre international pour pouvoir en profiter. Puis évidemment, les États-Unis font tout en leur pouvoir pour que ce ne soit pas possible. Donc, selon la thèse d'Allison, on doit s'attendre au cours des prochaines années à ce qu'il y ait une guerre, pas seulement commerciale, mais une guerre, une véritable Militaire. guerre militaire entre les États-Unis et la Chine. Et puis là, inévitablement, si vous vous retrouvez dans une situation comme celle-là, si sur le plan commercial, les Chinois sont plus en mesure de se développer économiquement, ben là, il n'y aurait rien à perdre euh, à, Ouais. à Maintenant, tu sais débuter, que à débuter c'est une une guerre. thèse c'est une thèse très contestée. Ah oui, évidemment, oui. Ouais, parce que, bon, le monde a changé et puis j'ai comme l'impression que les armes nucléaires font une différence qui n'existait pas dans les exemples À pris l'époque de par allez. Thucydide, Non, mais même au cours des siècles, oui, jusqu'à tout récemment, euh, je j'ai pas les éléments là, pour argumenter sur la contestation de cette thèse-là. Mais Allison s'est fait beaucoup critiquer sur cette effectivement, thèse. c'est vrai. Alors, on verra ce que ça va donner. Ben, Est-ce qu'il y a des solutions alors, d'après toi, Je pense, une solution, je pense en ce moment, là, il y a encore eu des nouveaux exercices militaires de la part de Chine autour de Taïwan. de Taïwan? Euh, donc, peut-être, c'est une thèse qui a été avancée par différentes personnes, c'est que pour forcer les Américains à négocier une entente commerciale, c'est de faire monter la pression sur le plan militaire. Donc, faire Ouais, peur aux Américains que les Chinois vont envahir Taïwan, qu'il va y avoir une guerre ouverte entre la Chine et les États-Unis que personne ne souhaite, là, ouais, véritablement. Donc, faire monter la pression militaire comme ça pour forcer les Américains à réouvrir les négociations avec les Chinois. D'abord sur le plan militaire, pour faire baisser ouais, la pression, mais inévitablement, ça mènerait aussi à, c'est l'espoir, ça mènerait aussi à des négociations commerciales renouvelées entre la Chine et les États-Unis. Mais ça, ben, ça peut aussi être un piège. Parce que si vous faites tout à monter fait. la pression militaire comme ça, dans l'espoir que ça en vienne à résoudre le problème économique, si votre adversaire refuse de négocier, ben, là, à un Un moment donné, risque de dérapage. c'est un risque de dérapage. Puis là, vous dites, ben, je fais monter la pression militaire, mais si je recule, je vais être perçu comme un faible de la part Ouais, dans le cas de Xi Jinping, du Politburo, de la population. Donc, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, je dois continuer à faire monter la pression. Puis, inévitablement, ben, c'est ça, il peut y avoir un risque de dérapage à un certain moment. Donc, voilà, ben, ouais, c'est un moment géopolitique qui fait peur d'une certaine façon, mais pour des politologues, ça reste un moment qui est intéressant à analyser. ah ben ça, oui, On va voir au cours des prochaines semaines, des prochains mois, mais en tout cas, de la part de Xi Jinping, il n'a vraiment pas montré sa volonté de vouloir négocier avec Trump. Puis l'attitude de Trump montre tout sauf une volonté de négocier aussi. Donc, ouais, ouais, on en reparlera. Prochain feuilleton hebdomadaire la semaine oui, prochaine. sûrement, Hmm. sûrement. Voilà. Alors, oui, je voulais te parler de la déclaration d'Emmanuel Macron qui est intervenue cette semaine à l'effet que la France pourrait reconnaître l'État palestinien quelque part en juin lors d'une conférence sur la Palestine co-présidée avec l'Arabie saoudite à New York.
On n'a pas trop compris encore pourquoi la France a choisi ce moment-là d'abord pour reconnaître la Palestine. Je remarque que depuis que Macron a fait cette déclaration, il n'y a pas eu de protestation de la part d'Israël et des États-Unis. Je pense que selon des informations de la presse française, Macron aurait discuté de l'affaire avec Trump et avec Netanyahou, ce qui explique peut-être le silence en Israël et aux États-Unis là-dessus, parce que ce sont deux pays qui se sont toujours opposés à toute reconnaissance diplomatique de la Palestine sur le plan international, que ce soit son accession aux Nations Unies, à l'UNESCO ou dans d'autres organisations internationales. Ce qui a quand même pas empêché la Palestine d'obtenir une reconnaissance internationale. Maintenant, les gens vont se poser la question, euh, qu'est-ce que ça veut dire la reconnaissance d'un État et est-ce qu'il y a des critères à cette reconnaissance des États? Moi, j'ai toujours dit que, et d'autres aussi, que la reconnaissance diplomatique d'un État, c'était d'abord et avant tout un geste politique avant d'être un geste juridique euh, ou même une reconnaissance de certains faits que je vais exprimer ici. On peut se poser la première question, c'est qu'est-ce qu'un État? Parce que, après tout, on reconnaît l'existence d'une structure étatique sur la scène internationale. Et la première question, c'est effectivement qu'est-ce qu'un État? Alors, il y a des critères qui ont été élaborés à Montevideo en 1933 lors d'une conférence sur les droits et les devoirs des États. Et à ce moment-là, lorsqu'on était à rédiger cette convention, on a pris la peine de définir les 4 critères qui permettaient ensuite de constater l'existence d'un État souverain. Le premier critère, c'est être peuplé en permanence. Le deuxième critère, c'est de pouvoir contrôler un territoire défini. Troisièmement, être doté d'un gouvernement qui peut agir tant le plan intérieur que sur le plan extérieur. Et le quatrième critère, c'est être apte à entrer en relation avec les autres États. Alors, on retient ces 4 critères pour se demander est-ce que la Palestine euh, répond à ces critères. Mais avant d'y arriver, je vais vous donner un exemple qui va vous montrer comment on peut être souple pour reconnaître un État, même si cet État-là ne répond pas à tous ces critères-là. Souvenez-vous de la question, pour ceux qui suivent les affaires internationales, mais que ça a rebondi dans l'actualité dernièrement entre la France et l'Algérie, la Mhm. question du Sahara occidental. Pour Mhm. bien des gens, 99% de nos auditeurs, ça veut rien dire. Alors, le Sahara occidental, c'est un petit territoire au sud du Maroc qui appartenait jusqu'en 1975-76 à l'Espagne. Donc, c'était la dernière colonie espagnole. Et puis, après la mort de Franco en 74-75, euh, l'Espagne a voulu se débarrasser de ce territoire euh, très peu peuplé et financièrement pas très intéressant. Et en même temps que l'Espagne voulait faire ça, est né au Sahara un mouvement de libération pour l'indépendance du Sahara. Ce mouvement s'appelle le Polisario. Mais en parallèle, le gouvernement marocain, lui, avait toujours fait valoir que le Sahara occidental était une excroissance du Mhm. territoire marocain et que ça lui revenait de droit. Et c'est là que le roi Hassan II du Maroc a organisé sa fameuse marche verte
où 300 à 500 000 Marocains ont marché jusqu'à la frontière du Sahara pour bien montrer la détermination de ce pays à récupérer ce territoire. Sauf que l'Algérie était pas loin. Et il y a toujours eu des frictions entre le Maroc et l'Algérie. Et l'Algérie finançait massivement le Polisario. Et en 76, le Polisario a déclaré l'indépendance du Sahara occidental, même si le territoire était occupé à 90% par les soldats marocains. Cette déclaration d'indépendance a été suivie au cours des années suivantes par la reconnaissance diplomatique de 80 pays, c'est-à-dire à cette époque, près de la moitié, sinon plus Mhm. de la moitié des États membres des Nations unies. Pourquoi? Ben, l'influence de l'Algérie sur la scène internationale à l'époque, son, son caractère de lutte anticoloniale, sur le martyr de la guerre d'Algérie, sa diplomatie extrêmement euh, puissante et agissante et portant le nom du non-alignement sur toutes les tribunes, a fait en sorte que l'Algérie a fait en sorte d'attirer des reconnaissances diplomatiques de pays comme l'Inde, qui est quand même une Mhm. puissance, la Yougoslavie, le Mexique, le Venezuela, etc. Donc 80 pays, c'est pas petit. Or, ces pays-là reconnaissaient un territoire où il y avait effectivement un peuple, mais dont le contrôle du Mhm. territoire était nul, 10%. c'est-à-dire 10%. Il était doté d'un gouvernement, mais ce gouvernement était en exil dans le sud de l'Algérie, à Tindouf plus précisément. Mais ce gouvernement, visiblement, était en mesure d'entrer en relation avec d'autres États. Donc, il y avait des éléments, parce qu'il établissait des relations Mhm. diplomatiques avec 80 pays. Donc, à partir du moment où vous avez un ambassadeur dans chacun de ces pays-là, ben, vous êtes en mesure Ouais. d'agir avec d'autres Puis, États. puis le fait qu'un gouvernement en exil, c'est quelque chose d'assez subjectif parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques reconnaissaient des gouvernements en exil européens, par La exemple le gouvernement, Norvège, la le Pologne, Pays-Bas, c'est ça. la Pologne Alors que ce gouvernement-là avait clairement pas le contrôle n'avaient pas le du contrôle territoire. effectif. Voilà. Euh, il était de jure, le gouvernement, mais pas de facto, puisque c'était l'envahisseur qui contrôlait le territoire. Longtemps, les pays d'Amérique latine ont reconnu le gouvernement républicain espagnol en exil Mhm. et non pas l'Espagne de De Franco, Franco, qui pourtant occupait de le l'entièreté, territoire, c'est ça. la population, le gouvernement, etc. Donc, on a un exemple ici d'un pays qui existe sur le papier, le Sahara occidental, qui est même membre de l'Union africaine, parce qu'à un moment donné, il y avait une majorité de pays africains qui reconnaissaient le Sahara, et donc ils ont permis que le Polisario occupe un siège d'un pays, euh, crée un pays indépendant au sein de l'Union africaine. Vous avez d'autres exemples un peu à travers le monde. Donc, je reviens à la Palestine maintenant. Certains diront la Palestine existe depuis le plan de partage de 1947, qui partageait la Palestine entre un territoire pour l'État juif et un territoire pour l'État arabe. Mais la guerre de 1948-49 a tout de suite modifié cet état de fait, puisque les armées arabes ont occupé les territoires que l'État palestinien devait occuper, et en particulier Gaza et la Cisjordanie. Et donc, on dit, ce territoire existe toujours, euh, il forme la Palestine, en tout cas la Palestine que l'ONU
a bien voulu partager, parce qu'évidemment, il y a des mouvements, comme tu sais, palestiniens qui ne reconnaissent pas le plan de partage Mhm, de 1947. Alors, il y a déjà un premier acte juridique qui a créé cet État palestinien. Et en 1988, l'Organisation de libération de la Palestine, dirigée par Yasser Arafat à Tunis, a déclaré unilatéralement l'indépendance de la Palestine. Et cette déclaration a entraîné la reconnaissance diplomatique qui atteint aujourd'hui 148 pays sur 193. mhm, Et des pays aussi divers que la Norvège, la Slovénie, l'Irlande et évidemment à peu près tous les pays de ce qu'on appelle le Sud global mhm, et même certains pays d'Europe de l'Est qui, à l'époque, avaient donné leur reconnaissance diplomatique alors qu'ils étaient sous le contrôle de l'Union soviétique. Peut-être qu'aujourd'hui, ils le regrettent, mais l'affaire est entendue. Du côté de la France, ça fait 40 ans que la France dit qu'il faut aller vers la reconnaissance de la Palestine. Alors, euh, on, on a eu une première déclaration avec François Mitterrand en 1982, qui a été un des premiers pays occidentaux à avoir des relations soutenues avec l'OLP de Yasser Arafat, qui a été longtemps considéré, comme tu te souviens, d'être une organisation terroriste. terroriste. Mhm, Et donc, on ne parlait pas aux terroristes, ce qui est en général une fausseté, parce qu'on parle toujours aux terroristes. On l'a vu encore dernièrement avec les talibans qui étaient sur la mhm, liste des terroristes, puis on a signé la paix avec eux. Alors, François Mitterrand fait le premier pas aussi vers la reconnaissance, pas formelle de l'État palestinien, mais la délégation générale de Palestine à Paris a un statut diplomatique pratiquement comme la délégation du générale du Québec. Québec à Paris. Et entre-temps, il y a ces négociations de 1993 qui font en sorte que l'OLP réussit à mettre sur pied une autorité palestinienne dirigée par Yasser Arafat, puis Mahmoud Abbas. Abbas. Donc, les États sont accrédités auprès de l'autorité palestinienne. Jacques Chirac a aussi déclaré qu'à un moment donné, il faudrait reconnaître l'État palestinien. Et Nicolas Sarkozy, en 2008, lors d'un discours à la Knesset, fait la même chose, parle de la solution à deux États et que la France, et que si les négociations menant à la création de deux États n'aboutissent pas, la France prendra ses responsabilités. Ça ne voulait pas dire grand-chose et ça n'a rien donné puisque la France n'a pas pris ses responsabilités et n'a pas reconnu l'État palestinien. Toutefois, en 2011, si j'ai bien mes notes, 2012, pardon, euh, la, la Palestine introduit une résolution, demande l'introduction d'une résolution pour accéder formellement comme membre de plein droit à l'Assemblée générale des Nations unies. Or, pour y accéder, un État doit passer par le Conseil de sécurité, où tu imagines bien, Ça n'a pas le passé. veto, ça n'a pas passé. Mais la résolution a quand même été adoptée à l'Assemblée générale, même si elle était inopérante, par 138 voix pour, quelques voix contre et de nombreuses abstentions, dont le Royaume-Uni. Mais la France avait voté pour que la Palestine devienne un État observateur non membre. OK. Alors, c'était déjà, comment dirais-je, vous passiez de la classe économique à En économie business, ou en économie supérieure. Ouais. peut-être, avant d'arriver en première Ouais. classe. Et donc, à l'ONU à New York, la Palestine a ce statut qui lui donne certains privilèges, mais elle ne peut pas voter les résolutions, par exemple.
Toutefois, dans d'autres organisations comme l'UNESCO ou la Cour pénale internationale, la Palestine a un statut d'État indépendant. Donc, se construit depuis, disons, les accords d'Oslo de 1993, une identité étatique palestinienne, même si, parmi les 4 critères, ben, la Palestine ne répond pas à tous les critères, dont celui du contrôle effectif du territoire, puisque, comme tu le vois depuis quelques années, les Israéliens rentrent, détruisent, font ce qu'ils veulent à Gaza ou même en Cisjordanie. Mais Puis, il y a un territoire, il hmm. y a un gouvernement, et ce gouvernement est apte à entrer en relation avec les autres En États. fait, certaines personnes pourraient dire que même avant l'intervention israélienne dans la bande de Gaza en 2023, que l'autorité palestinienne n'était plus réellement en contrôle de Gaza, qui était Voilà. devenue de facto sous contrôle À partir du moment où tu as du eu les Hamas. élections de 2007, où le Hamas a gagné, l'État palestinien se fracturait en deux. C'est ça. Certains ont dit ben, c'était la stratégie de Netanyahou, du gouvernement israélien, c'est de les fracturer. Comme ça, ça va devenir une peau de léopard, ce Hmm. pays-là. Parce que la Peut-être. Cisjordanie, c'est ça aujourd'hui. C'est des colonies israéliennes un peu partout en Cisjordanie, avec un système de communication qui fait en sorte qu'il n'y a pas de continuité territoriale très sérieuse de la Cisjordanie. Alors, ils sont nombreux à dire l'État palestinien a peut-être été reconnu par 148 pays, mais en fait, qu'est-ce que c'est l'État palestinien? Et donc, on peut se demander pourquoi Macron fait ça. Est-ce que c'est pour donner un coup d'accélérateur à la négociation? C'est surprenant parce que la Knesset a adopté, je crois, l'année dernière, une résolution disant clairement qu'il n'y aura pas 2 États indépendants vivant côte à Ouais. côte. C'est la politique de Netanyahou. Ça semble être la politique de Trump à défaut d'être la politique officielle des États-Unis. Donc, on cherche à savoir pourquoi la France va dans cette direction. Le Canada n'ira pas dans cette direction, peut-être en se basant sur les critères, Hmm. peut-être ne voulant pas choquer ni Israël ni la communauté juive ici au Canada. Oui, parce que Donc, à l'échelle intérieure domestique, faire un pas dans une direction, ça revient à s'aliéner les gens de l'autre groupe et vice-versa. Donc, oui, oui, ça, on l'a vu à Montréal en particulier, à Toronto, c'est une ouais. situation qui est potentiellement assez explosive. Mais dis-moi, est-ce que... Donc, Oui, vas-y. oui, Non, mais ma question, c'est pourquoi Macron fait ça? Est-ce que c'est pour plaire à une partie de plus en plus importante de sa population qui est d'origine musulmane, il y a, pour calmer les tensions? Est-ce qu'il y a eu des pressions de la part de je groupes pense que, politiques ou... je pense que la question de la Palestine rassemble au-delà des différences idéologiques en France. Tu vas plaire à la France insoumise, Ça, oui. tu vas plaire à la gauche classique, tu vas plaire à une certaine droite. À l'extrême droite, il y a quelques années, oui, mais Bardella était en Israël il y a quelques semaines. Madame Le Pen s'est fortement rapprochée d'Israël. Alors, mais au-delà de ces postures politiques, je pense que dans la société française, il y a un puissant mouvement en faveur des Palestiniens. OK. Et donc, ce discours prochain de Macron sur la reconnaissance de la Palestine va certainement faire une certaine euh, unanimité en France. OK. Alors, on est encore loin d'une élection, quoique, C'est il pas... pourrait y avoir une élection législative en juin-juillet, puisque le Mhm. terme du gouvernement, c'est ça.
Ça, Et si on joue un peu avec cette idée, ça peut profiter à certains partis. À mon avis, ça risque de profiter à la France insoumise, puisqu'ils sont le ça. fer de lance des Ah oui, ça pro-palestiniens oui. en France. Mais on verra. Alors, je voulais faire un petit point Mhm. là-dessus parce que les gens suivent ça. Et voilà. OK. Ben, peut-être une dernière question avant qu'on se laisse. Est-ce que la politique étrangère française d'Emmanuel Macron a une logique? Tu sais, d'une certaine façon, c'était De Gaulle. Disons, on doit Ouais, reconnaître l'État palestinien. On pourrait dire ben, ça s'inscrit dans sa logique des peuples qui ont le droit de pouvoir s'autodéterminer par eux-mêmes. Il a fait un discours à Phnom Penh, ouais, en son Vive le Québec libre. Il y avait une logique dans ce genre ouais. de déclaration-là. Ben, maintenant, Macron, je ne peux pas dire que c'est un gaulliste, mais cette déclaration-là, est-ce que ça s'inscrit en porte-à-faux ou dans une logique depuis qu'il est Je arrivé au crois pouvoir que en 2017. Je crois que c'est l'idée que la France doit déterminer euh, sa politique étrangère selon des principes qui sont établis depuis De Gaulle et de faire entendre sa différence. Au-delà De Gaulle était plus préoccupé par le clash entre l'Est et l'Ouest Hmm. ou l'hégémonie américaine à un moment donné, quand il expulse l'OTAN du territoire français, parce que le quartier général de l'OTAN était en banlieue parisienne, Ouais, avec des milliers de fonctionnaires et tout. c'était à Et Bruxelles. il y a même un diplomate américain qui avait dit à De Gaulle, est-ce qu'on doit ramener nos morts aussi? Alors quand De Gaulle a expulsé les Américains. Et donc, il y avait des frictions avec les États-Unis, mais c'était dans cette volonté d'affirmation de l'indépendance nationale et du fait qu'il fallait compter sur la France. Aujourd'hui, Macron voudrait qu'on compte avec la France, mais c'est plus difficile qu'avant. Quoique moi, je suis de ceux qui pensent que la France reste une grande puissance. Si tu regardes les capacités militaires françaises aujourd'hui, qui sont d'ailleurs saluées par les Américains à chaque fois qu'il y a des interventions, la France est le deuxième pays au monde à pouvoir se projeter sur 5 continents, puisqu'il y a des bases militaires en Guyane, En, en Poly- en, Afrique, en Nouvelle, au en Nouvelle-Cal- Moyen-Orient, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, oui, Nouvelle-Calédonie, c'est vrai. Polynésie, Émirats Puis, arabes unis, en Europe, bien mhm, entendu. Alors, elle a cette capacité que même la Chine n'a pas oui. encore. Puis l'armée française a aussi une expérience de la Ben, guerre. avec ce qui s'est passé dans le Sahel, Exactement. 10, 15 ans d'opérations Il militaires, n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se vanter aujourd'hui qui ont d'avoir une les États-Unis. expérience. États-Unis, ben, la Russie, l'Ukraine. Oui, euh, mais la Russie n'a pas de capacité de projection sur 5 continents. c'est vrai, c'est vrai, Thé- Théoriquement, elle a des avions, mais elle n'a pas de base militaire. c'est vrai. Les Américains ont des bases dans 120 pays, puis les Français ont des bases ou des points d'appui ou des accords de défense avec 40, 50, Ah oui. 60 pays. Puis l'arme nucléaire française, je dis ça de mémoire, mais c'est à peu près 500 ogives nucléaires, Peut-être, oui. une demi-douzaine de sous-marins. Ouais. Ben, aujourd'hui, c'est essentiel. Ils ont aboli euh, euh, la triade, c'est-à-dire qu'avant, ils avaient au sol, dans les airs et sous les mers. Là, ils n'ont que sous les mers et dans les airs. Ils ont aboli les missiles fixes qui étaient installés sur le plateau d'Albion et parce que ça devenait inutile et une cible trop facile. Bien sûr, les Évidemment. missiles sont fixes, on sait où est-ce qu'ils sont. Il est préférable d'avoir des missiles sur sous-marins et d'avoir un certain nombre de sous-marins tout le temps Mhm. en En patrouille patrouille. dans le monde. Alors, la France demeure encore une grande puissance, même si elle est peut-être moins écoutée qu'avant. Mhm. Voilà, Oui. mon cher.
Bon, ben super, merci. C'était intéressant parce qu'effectivement, la question de la reconnaissance d'État palestinien, il y a peu de personnes qui en ont entendu parler. Moi, je te disais avant qu'on commence à enregistrer, c'est un ami en France qui a mis ça sur son qui a mis un message sur Facebook. C'est comme ça que je l'ai Ouais. découvert parce que je pense pas que ça ait fait les manchettes, les nouvelles Non, dans les ils ont d'autres quotidiens au Québec. préoccupations. Effectivement, les médias doivent plutôt dire aux Québécois quels produits ils doivent acheter, quels produits ils ne doivent pas acheter, ils doivent boycotter. C'est Ouais. voilà, bon, ben écoutez, ben, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine, puis on vous remercie d'avoir été à l'écoute pour ce 30e épisode. Puis ça va nous faire un plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Puis d'ici là, ben, laissez-nous des commentaires. Écoutez, si vous avez aussi des suggestions, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, qu'on discute, euh, soyez pas gênés. C'est dans nos capacités. Ça va nous faire plaisir de discuter de ces choses-là. Donc, ben, écoutez, on vous souhaite une très bonne semaine, puis on se dit à la prochaine pour le 31e épisode. Au revoir tout le monde. Au revoir.